s'agisse de décisions publiques favorisant des intérêts privés, de conflits d'intérêts, de collusion entre sphères dirigeantes privées et publiques, voire carrément de corruption, les médias et les ONG révèlent quasi quotidiennement l'influence des intérêts privés sur les choix publics. Et cela dans des domaines extrêmement variés qui vont par exemple du domaine environnemental au domaine numérique, en passant par le domaine de l'énergie, de la santé publique ou encore de l'alimentation. Il suffit vraiment d'ouvrir un journal ou d'allumer la radio pour entendre parler de ces situations qui se retrouvent absolument partout, en France, à l'étranger, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national ou au niveau local. Des décisions publiques qui favorisent certains intérêts particuliers au détriment du bien-être collectif et de l'intérêt général, de telles décisions, ça soulève d'énormes problèmes. Premièrement, ça soulève un problème économique. Parce que confondre les intérêts privés avec l'intérêt public, ça peut avoir des conséquences économiques absolument énormes. Un exemple, après la crise de 2008, plusieurs économistes ont considéré que la crise, avec l'énorme coût social et financier qu'elle a pu avoir, cette crise avait été facilitée par les insuffisances de la régulation financière. Insuffisance résultant largement d'une proximité excessive entre régulateurs publics et acteurs bancaires et financiers privés. Et puis, à côté de ce problème économique, des décisions publiques qui favorisent certains intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, ça pose aussi un problème politique parce que c'est susceptible d'alimenter le populisme, la dénonciation du tous pourri, la défiance envers les dirigeants et les institutions démocratiques qui, de fait, vont s'en trouver facilités. Quelques chiffres peut-être pour étayer ce dernier propos. D'après le dernier baromètre de la confiance politique du Cevipof, début 2025, on avait seulement un petit quart des Français, 26%, qui déclaraient avoir confiance dans la politique. Mieux encore, ou pire encore, à la question « Diriez-vous qu'en règle générale, les élus et les dirigeants politiques français sont plutôt honnêtes ou plutôt corrompus ?» Vous aviez quasiment 3/4 des Français qui répondaient qu'en règle générale, ils considèrent que les élus et dirigeants politiques sont plutôt corrompus. Donc on a des chiffres extrêmement révélateurs d'une forte défiance envers la politique, envers le politique en France. Et ce constat, il va largement au-delà de la France, puisque dans une enquête de l'OCDE de 2024, vous aviez seulement 31% des citoyens des pays de l'OCDE qui pensent que les personnalités politiques refuseraient un emploi bien payé dans le secteur privé en échange de faveurs politiques, ou autre chiffre tout aussi révélateur, vous avez seulement 30% de ces citoyens des pays de l'OCDE qui considèrent que leur gouvernement rejetterait des demandes de la part de grandes entreprises qui seraient contraires à l'intérêt général. On voit que l'influence des intérêts privés sur la régulation publique, c'est vraiment un problème central pour nos démocraties. Et c'est précisément l'ampleur des enjeux autour de cette question qui m'a amené avec 3 collègues du laboratoire Economics, Benjamin Monnery, Laurence Cialom et Fabrice Tricou, à coordonner un numéro spécial de la Revue française d'administration publique qui est paru fin 2024 sur ce thème. Avec ce numéro, nous avions 3 objectifs. Premier objectif, il s'agissait de rendre compte de la façon dont l'analyse économique peut aider à mieux saisir l'influence des intérêts privés sur la régulation publique, parce que c'est quand même un phénomène qui reste très opaque. Deuxième objectif, il s'agissait également d'éclairer les travaux des économistes à la lumière des travaux d'autres disciplines et également de retour de praticiens professionnels du monde de la régulation, parce que typiquement, on est sur une question, la relation entre intérêt public et intérêt particulier, une question qui intéresse l'ensemble des sciences sociales et qui nécessite une approche pluridisciplinaire.
Et puis enfin, troisième objectif, très modestement, il était de contribuer à apporter quelques solutions ou à discuter quelques solutions pour limiter cette influence. Comment l'analyse économique aborde-t-elle la question de l'influence des intérêts privés sur les décisions publiques? Son originalité, c'est d'analyser les régulations publiques comme le résultat d'un échange. Un échange entre, d'une part, des groupes d'intérêts privés et, d'autre part, des décideurs publics qui peuvent être de nature diverse. Ça peut être par exemple des parlementaires, ça peut être par exemple des élus locaux, ça peut être des membres du gouvernement, ça peut être des membres de l'administration ou par exemple des régulateurs sectoriels. Et donc, avec cette logique d'échange entre des décideurs publics d'une part et des groupes d'intérêts privés d'autre part, eh bien, on est finalement sur une logique que l'on peut qualifier de marché politique, avec d'un côté des offreurs de décisions publiques, donc nos décideurs publics, et d'autre part des demandeurs de régulation publique qui sont les groupes d'intérêt. Dès lors, la question se pose de comprendre comment concrètement cet échange il va s'opérer. Finalement, il s'agit de comprendre les voies par lesquelles l'influence des intérêts privés, elle va réussir à affecter l'intérêt général, l'intérêt collectif. Alors l'influence, elle passe par plusieurs canaux, à commencer par le lobbying d'acteurs privés sur les décideurs publics. Le lobbying, c'est ce que l'on appelle quelquefois la représentation d'intérêts, et pour le définir rapidement, eh bien, c'est une activité d'influence ou de pression sur le pouvoir politique qui peut être plus ou moins agressive, plus ou moins légale. En tout cas, dans tous les cas, l'objectif, eh bien, c'est de faire prévaloir des intérêts particuliers. Ce lobbying, il a été étudié très tôt, en réalité dès les années 1960, par les économistes du courant des choix publics, du public choice, qui montrent que les décisions publiques ne maximisent pas le bien-être collectif, mais qu'elles ont tendance à être biaisées en faveur de groupes d'intérêts particuliers. Un exemple classique qu'on donne dès l'époque, c'est l'exemple de lobbying de producteurs qui cherchent à obtenir de la part des décideurs publics des réglementations protectrices. Donc ça peut par exemple être des régulations qui vont les protéger contre la concurrence étrangère. Et ces régulations favorables, ces intérêts particuliers vont les obtenir en échange d'un soutien électoral ou l'obtenir en échange de cadeaux de diverses natures, plus ou moins légaux d'ailleurs, qui peuvent par exemple être des invitations à des voyages pour les parlementaires, ce genre de choses. Depuis ces premiers travaux, il y a eu de très nombreuses recherches sur le lobbying, mais relativement peu sur le cas français. Et donc justement, dans notre numéro spécial de la Revue française d'administration publique, une contribution par Raphaël Lachiez-Rey s'intéresse plus particulièrement au lobbying en France en quantifiant les influences qui s'y exercent sur la décision politique. Le résultat principal, c'est que les acteurs impliqués, eh bien, de façon ultra majoritaire, à 87%, ils défendent des intérêts privés. Tandis que les acteurs impliqués, donc à un tout petit 8%, relèvent de l'intérêt général ou émanent de collectivités, et un encore plus petit 5% de syndicats ou de syndicats de travailleurs. Et puis ce que nous enseigne aussi cette contribution, c'est que les secteurs industriels les plus investis dans le lobbying, ce sont l'environnement, la santé et l'alimentation. Et donc avec cette contribution, on a un très bon exemple de la façon dont des travaux scientifiques peuvent aider à mesurer l'ampleur d'un phénomène, donc le lobbying, un phénomène qui est quand même globalement plutôt mal connu, notamment en France. Donc on a une deuxième illustration de ce type de démarche dans le numéro spécial de la revue, avec l'étude statistique réalisée par Florent Dubois et Benjamin Monnery sur l'utilisation de leurs réserves
parlementaire, c'est-à-dire de ressources publiques par les sénateurs français. Cette étude, elle trouve que cette réserve parlementaire, elle est utilisée par les sénateurs à des fins de réélection, avec une tendance des sénateurs à subventionner les communes de leur département et notamment de leur fief électoral. Et donc, là aussi, on a une contribution particulièrement utile des économistes au débat politique, puisque les résultats de cette étude, ils vont complètement dans le sens de la suppression de cette réserve parlementaire par l'Assemblée nationale en 2017. Donc, l'influence des intérêts privés sur la régulation publique, elle passe par ce genre de lobbying et ces formes de clientélisme électoral d'une part, mais elle passe également par des circulations d'individus entre les secteurs publics et privés. Et ça, c'est l'idée centrale de la théorie économique de la capture de la réglementation qui est développée à partir des années 1960-1970 par un économiste qui s'appelle George Stigler à l'université de Chicago. Et l'idée principale de cette théorie, c'est que les régulateurs, ils sont incités à produire aujourd'hui des décisions favorables à certains groupes particuliers pour obtenir demain, pour eux, des avantages personnels qui seront, par exemple, des propositions de postes rémunérateurs dans le secteur privé qui sont précisément aujourd'hui en charge de réguler. On retrouve très directement l'idée d'échange qu'on avait déjà avec l'idée de lobbying. On retrouve donc vraiment l'idée d'un donnant-donnant, mais cette fois, il s'agit d'un échange différé dans le temps. Qui plus est, ces circulations d'individus, elles vont certes du public vers le privé, mais elles vont dans les deux sens. Elles vont aussi du privé vers le public, avec un système que l'on appelle le système des revolving doors. Donc les revolving doors, le système donc, des portes tournantes, des porte-tambour, donc celles qu'on voit dans les vieux films américains des années 50. Et ce terme de revolving doors, qu'est-ce qu'il désigne ? Il désigne finalement de façon imagée le va-et-vient, les allers et retours de certains individus entre le monde politique ou de la haute administration publique et le secteur privé. Ce système donc de va-et-vient, il entretient la porosité entre le secteur public et le secteur privé, et donc potentiellement il entretient bien évidemment la confusion entre l'intérêt public et l'intérêt privé et les intérêts privés, puisque si vous alternez les postes dans le public et dans le privé, évidemment il existe un risque quand vous retournez dans le public que vous restiez excessivement sensible, excessivement réceptif, même inconsciemment, aux intérêts du secteur privé d'où vous venez. Et puis, évidemment, il existe aussi un risque, quand vous retournez dans le secteur privé, que vous ayez déjà en tête votre futur poste, si possible lucratif, dans le secteur privé. Et ce risque, il n'est pas hypothétique, puisque des travaux nombreux, des travaux récents, documentent empiriquement l'ampleur du phénomène de revolving doors et ses conséquences sur les régulations publiques. Par exemple, en Europe, ou pour l'Europe, vous avez des travaux qui montrent une circulation assez intense des commissaires européens recrutés par exemple par des grandes entreprises privées à la fin de leur mandat de commissaire européen. Et vous avez à peu près le même constat, par exemple aux États-Unis, pour les régulateurs fédéraux, à l'issue de leur mandat. De la même façon, ils sont recrutés par des grandes
entreprises. Donc, où que ce soit, eh bien, finalement, on observe le même type de phénomène. Et le problème, c'est que cette situation, donc ces circulations, ces allers-retours, ces revolving doors, elles conduisent à une capture de la réglementation dans des domaines très variés. Donc, parmi ces domaines, mais c'est vraiment l'un parmi d'autres, on a par exemple le domaine bancaire et financier avec des régulations dont il a été démontré qu'elles reflètent avant tout les intérêts des acteurs privés, avec pour conséquence un risque accru pour la sécurité et la stabilité financière, et puis une augmentation des inégalités. Et cela, par exemple, Thierry Philippona, dans le numéro spécial de la revue, le décrit très précisément dans un entretien qu'il nous a accordé. Face à ce constat pessimiste de régulation publique, souvent biaisée en faveur d'intérêts particuliers, eh bien, que faire? Pour commencer, il faut souligner que c'est compliqué de faire quelque chose. À supposer qu'on le souhaite, ce n'est pas simple pour plusieurs raisons. Premièrement, il est probablement impossible, et d'ailleurs vraisemblablement pas complètement souhaitable non plus, d'isoler complètement les décideurs publics des groupes d'intérêt. C'est-à-dire qu'interdire tout contact, en réalité, ce n'est pas réellement pensable, ni même faisable. Pourquoi ? C'est parce que pour produire une régulation adaptée, eh bien, les régulateurs publics, ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin d'informations et souvent, cette information, eh bien, ils sont obligés d'aller la chercher auprès des acteurs privés eux-mêmes, notamment dans les domaines qui sont des domaines qui requièrent une expertise très forte, des domaines très techniques, des domaines très complexes. Donc, fréquemment, les régulateurs publics n'ont pas d'autre choix que d'aller chercher l'information auprès des acteurs privés. Le revers de la médaille, évidemment, c'est que cette situation d'information asymétrique entre les acteurs privés, entre donc par exemple les entreprises et les régulateurs publics, cette situation d'information asymétrique, donc, elle rend possible la manipulation de l'information par les acteurs privés, puisque ces acteurs privés, eh bien, ils vont avoir tendance, ou en tout cas ils vont être tentés, de transmettre aux régulateurs publics uniquement l'information qui leur est favorable à eux, intérêt privé. D'accord ? Donc cela, bien évidemment, pour orienter favorablement le contenu des régulations. Et cette situation qu'on qualifie de capture informationnelle, eh bien, il faut noter qu'elle est facilitée par le fait que les régulateurs publics, assez souvent, eh bien, disposent de moyens limités, de moyens souvent bien moindres que ceux des secteurs dont ils ont la charge, de secteurs qu'ils doivent réguler. Et donc, en pratique, ils sont dans l'impossibilité de vérifier précisément l'information qui leur est transmise. Ils sont d'une certaine façon condamnés à faire confiance. Et puis, en outre, toujours sur cette question de capture informationnelle, eh bien, cette capture informationnelle, elle est le plus souvent inconsciente de la part des régulateurs. Et donc, évidemment, comme elle est inconsciente, elle est d'autant plus difficile à repérer et à prévenir. La difficulté, elle est encore renforcée par une possible capture cognitive, une capture intellectuelle des régulateurs publics. À nouveau, cette capture cognitive, cette capture intellectuelle, c'est une capture non intentionnelle de la part des régulateurs publics qui résulte finalement de la proximité sociale et intellectuelle entre acteurs privés et publics, qui résulte par exemple du fait qu'ils ont été dans les mêmes écoles, ils ont eu la même éducation, ils ont la même culture, ils partagent les mêmes réseaux sociaux et personnels.
Et cela, ça amène les régulateurs publics à finalement adopter le même cadre de pensée que les agents qu'ils sont chargés de réguler. Et donc, in fine, eh bien, on comprend que même non intentionnellement, cela se traduit par des régulations qui sont globalement favorables aux intérêts particuliers des secteurs que les régulateurs publics ont la charge de réguler. Donc là aussi, nous avons finalement une forme de capture non intentionnelle, compliquée à détecter et à empêcher et à prévenir. Enfin, il est compliqué de limiter l'influence des intérêts particuliers sur les décisions publiques, aussi parce que depuis les années 1990-2000, les nouvelles conceptions de l'action publique, les nouvelles conceptions des modes d'action de l'État vont dans le sens d'une association croissante et d'une association volontaire des acteurs privés à la production et à la mise en œuvre des règles de droit. Ça passe par plusieurs canaux. C'est par exemple le développement des mécanismes de co-régulation, de concertation, de consultation. C'est par exemple la montée de la soft law. C'est par exemple le développement des mécanismes de compliance. Donc, le développement de tous ces mécanismes, ça part évidemment d'une idée très louable qui est d'accroître la flexibilité et l'information des régulateurs publics en profitant donc de l'agilité, de l'information des acteurs privés, mais dans le même temps, cela oublie, et ça oublie probablement un peu vite, que tous ces mécanismes, c'est aussi la porte ouverte à une capture facilitée de la régulation publique par les acteurs privés. C'est en tout cas l'idée que je défends dans ma contribution personnelle à ce numéro spécial de la revue. En définitive, si on considère tous ces facteurs, on peut se dire que ça a l'air compliqué quand même de limiter de manière effective l'influence des intérêts privés sur la régulation publique, mais pour autant, ça n'implique pas de renoncer. Et de fait, des avancées importantes ont été réalisées dans les années récentes, en France notamment, sur lesquelles reviennent plusieurs des contributions dans ce numéro spécial. Tout d'abord, il y a la reconnaissance que le lobbying, c'est une réalité de la vie politique française. Jusqu'à la loi Sapin II de 2016, le droit français était remarquablement silencieux sur la définition des représentants d'intérêt. Et à cet égard, Jean-François Kerléo, dans sa contribution au numéro spécial de la revue, montre combien la reconnaissance du lobbying a constitué pour la France une véritable rupture culturelle qui va amener notamment à ce que le contrôle du lobbying il soit confié à une autorité publique indépendante qui s'appelle la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette rupture culturelle, elle va amener notamment à ce que le contrôle du lobbying il soit confié à une autorité publique indépendante, la HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, laquelle HATVP va contribuer, à partir de sa création dès 2013, à mettre l'enjeu de la probité publique à l'agenda politique. Et c'est ce que rappelle Didier Migaud, alors président de la HATVP, dans l'entretien qu'il a accordé à Benjamin Monnery et Éric Philippot dans la revue. On peut mentionner aussi la création également en 2013 du PNF, le Parquet national financier, avec pour mission d'apporter une réponse pénale aux atteintes à la probité,
comme par exemple la prise illégale d'intérêts, le trafic d'influence, le favoritisme ou la corruption. Toutes missions sur lesquelles revient Jean-François Bonnert, jusqu'à très récemment procureur du PNF, dans un entretien pour le dossier spécial, entretien dans lequel il détaille notamment plusieurs innovations survenues en droit français dans les décennies récentes, par exemple les conventions judiciaires d'intérêt public ou les programmes de conformité. En définitive, tous ces dispositifs juridiques et institutionnels, ils constituent indéniablement des avancées pour limiter et encadrer l'influence des intérêts privés sur la régulation publique, mais ils ne sauraient pour autant se substituer à la responsabilité individuelle, d'où l'importance de l'éducation à l'éthique. Et cette importance de l'éducation à l'éthique, c'est ce que souligne Laurence Cialhomme dans sa contribution au dossier, puisque, en définitive, la défense de l'intérêt général contre la mainmise des intérêts privés, c'est bien l'affaire de toutes et tous, régulateurs publics, acteurs privés, citoyennes et citoyens.